Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Des nominations à la présidence de la République du Bénin, le président Patrice Talon a approuvé la nomination de 12 ministres conseillers lors de la session hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2025. D'autres importantes décisions ont également meublé cette session hebdomadaire. À suivre dans ce journal la quintessence des échanges issus de cette session hebdomadaire. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre du Bénin, Rafela Bénin, a tenu une réunion annuelle des membres ce mercredi 11 décembre 2024 au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Les échanges ont tourné autour des questions liées au bilan annuel des activités du réseau, des objectifs atteints au cours de l'année et des doléances. On fait le compte rendu dans cette édition. La Fédération béninoise de Wushu a bouclé l'année sportive 2024 avec l'organisation de la Coupe de l'Excellence le week-end écoulé. Une compétition qui a regroupé les meilleurs athlètes de la saison. À suivre dans un instant les impressions de Patrick Comenandossou, président de la Fédération béninoise de Wushu, et de quelques autres acteurs. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir avec cette livraison de l'actualité. Des nominations à la présidence de la République du Bénin, le président Patrice Talon a approuvé la nomination de 12 ministres conseillers. On note entre autres Rachidi Gbadamassi, Claudine Afiavi-Prudencio et Jacques Ayadji. Suivez dans cette capsule vidéo le point des 9 autres ministres conseillers des 12 nommés en Conseil des ministres ce jour. Ministre conseiller aux affaires économiques, M. Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, M. Paulin Gbenou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, M. Espedi Kodjo-Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Madame Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Madame Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Monsieur Rachidi Gbadamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, M. Jacques Ayadji. Ministre conseiller aux services publics, M. Janvier Yawedeu. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert M. Deu. Ministre conseiller à l'agriculture, M. Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, M. Ayibatin Jonas Hantan.
Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 11 décembre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Suivez à ce propos le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hongbeji pour plus de précisions. En point 1, conditions de commercialisation du soja grain pour la campagne 2024-2025. La dite campagne, démarrée le 5 décembre 2024, s'achèvera le 30 avril 2025. Faisant suite aux délibérations de l'interprofession soja, mise en place pour défendre les intérêts des producteurs et des transformateurs, puis chargée de fixer les conditions de commercialisation, les acteurs ont convenu du prix de vente de soja comme suit. Soja grain conventionnel, 275 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Soja grain biologique, 325 francs CFA le kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Si la production nationale de cette légumineuse connaît une bonne progression et s'est établie à 520 929 tonnes au titre de la campagne 2023-2024, force est de constater que cette performance est ternie à la phase de la commercialisation par la sortie frauduleuse des produits vers des pays voisins, pratique à laquelle s'adonnent certains producteurs et commerçants. Une telle situation porte préjudice à l'essor de la filière, aux efforts d'industrialisation en cours dans notre pays et à la création de nombreux emplois qui en résultent. Elle constitue en outre un risque pouvant affecter gravement à long terme les intérêts des acteurs eux-mêmes en fragilisant leur interprofession, autant qu'elle compromettrait la diversification des sources de création de richesses pour l'économie nationale. Aussi, le Conseil a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de veiller au respect de la mesure d'interdiction de l'exportation du soja par voie terrestre. En point 2. Adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin, il s'agit des décrets fixant les règles de répartition des ressources en eau, les conditions de déclaration ou d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs aux ressources en eau, puis les décrets portant nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, mesures de protection des espaces présentant un intérêt esthétique et culturel particulier lié à la présence de l'eau et des espaces aquatiques ou subaquatiques présentant un intérêt archéologique. Relativement à la loi 2020-05 du 1er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin, les tests pris portent création et modalités de gestion du Fonds d'électrification rurale et des énergies renouvelables, règles générales de contrôle et d'inspection des installations électriques, conditions et modalités d'acquisition de l'énergie primaire, conditions et modalités de vente de l'énergie électrique par un producteur indépendant ou par un autoproducteur, et d'autres textes qui fixent les conditions d'exercice de l'activité d'installation de réseaux électriques ou de compteurs d'énergie électrique, les conditions d'exercice à titre privé des activités de contrôle et d'inspection des installations électriques et celles d'études et d'approbation préalable des plans et schémas électriques. Pour ce qui est de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, ce sont les décrets portant détermination des clauses abusives dans les relations entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, mentions obligatoires sur une facture, puis les tests fixant les conditions particulières de vente couplée ou jumelée de produits ou de prestations de services, les conditions et modalités d'organisation des ventes promotionnelles ou ventes au déballage, des soldes et des liquidations,
les modalités de réalisation de la transaction relative aux infractions commerciales. En ce qui concerne la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, il s'agit des décrets portant conditions de gestion des archives nationales, approbation des statuts des archives nationales. Comme autre mesure normative, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT-SA, celui relatif au statut des consuls honoraires du Bénin, et marqué son accord pour la modification des décrets numéro 2023-119 du 29 mars 2023 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité d'agrément des zones économiques spéciales et numéro 2021-068 du 17 février 2021 portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du comité interministériel de promotion des investissements. Le gouvernement simplifie les formalités pour les apprenants en ce qui concerne la constitution des dossiers d'examen. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, à travers un communiqué en date du mardi 10 décembre 2024, a annoncé l'acceptation des documents d'identification des apprenants mineurs dans les établissements scolaires et centres de formation dans le cadre de la constitution des dossiers d'examen. Alassane Seydou a précisé que les certificats d'identification personnelle CIP sans signature sont désormais acceptés pour la constitution des dossiers d'examen. Cette annonce fait suite à des rapports selon lesquels certains responsables d'établissements rejettent les CIP qui ne portent pas de signature. Alassane Seydou rappelle aux responsables d'établissements scolaires et centres de formation que les cartes d'identité biométrique et les certificats d'identification personnelle CIP sans signature délivrés aux mineurs par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP sont valables pour constituer les dossiers d'examen. Le ministre appelle à cet effet les acteurs du système éducatif à faire preuve de responsabilité afin de faciliter la constitution des dossiers d'examen pour les élèves. Il insiste par ailleurs sur le fait que le rejet injustifié de ces documents pourrait nuire aux droits des enfants et compromettre leur accès à l'éducation. Cette édition se poursuit. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin, Refela Bénin, a tenu une réunion annuelle des membres ce mercredi 11 décembre 2024 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Des échanges ont tourné autour des questions liées au bilan annuel des activités du réseau, des objectifs atteints au cours de l'année et des doléances. Reportage signé Quentin Amoussou. Les membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre du Bénin, dénommé Refela Bénin, ont fait le bilan annuel des activités du réseau ce mercredi 11 décembre 2024. C'est un moment de communion qui nous permet de réfléchir ensemble sur notre parcours, de célébrer nos réalisations et d'identifier les défis qui demeurent depuis la naissance de notre chère organisation, le Refela Bénin. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Atropo, souligne une opportunité de normalisation du leadership féminin dans les communes du Bénin. Cette réunion est une opportunité pour nous de consolider nos acquis, d'identifier ensemble les défis qui demeurent et de tracer les perspectives prometteuses pour un avenir où le leadership féminin sera une norme dans toutes nos communes. Un réseau accompagné et soutenu institutionnellement par l'ANCB. Au niveau de l'ANCB, nous avons fait de la question du genre et du leadership féminin une priorité stratégique depuis de nombreuses années. À ce titre, nous mettons actuellement en œuvre deux projets majeurs, à savoir le projet Bonne Gouvernance Locale, GLOBE,
qui accompagne 16 communes. Le Réféla Bénin entend également s'imposer lors des élections générales de 2026 à travers sa dynamique en marche. Cette édition se poursuit. La dynamique chat, entendez Christelle Rondanougbo Aliosa, a achevé en beauté avec 16 jours d'activisme avec une conférence publique ce mardi 10 décembre 2024. C'était un moment de partage d'expériences et d'échanges et de conseils. C'était au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Le reportage est signé Anaël Vianedo. Écouter, entretenir et agir. C'est la méthode de la dynamique Christelle Rondanougbo Aliosa, appelée dynamique chat, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Pour achever les actions menées dans le cadre des 16 jours d'activisme contre ce fléau, la dynamique chat a organisé une conférence publique d'échange et de partage d'expériences. Une activité qui trouve sa source dans l'ampleur actuelle du fléau des violences faites aux femmes. Nous voulons porter la voix de ces milliers de femmes qui, dans le silence quotidien, portent le lourd fardeau de la barbarie humaine. Nous sommes violentées. Les femmes sont violentées par les hommes, c'est-à-dire les hommes violentent les femmes. Les hommes violentent les femmes en complicité avec les femmes. Les violences sont physiques, sexuelles, psychologiques, émotionnelles, affectives, politiques, économiques et financières, et j'en passe. Différentes personnalités politiques, juridiques et sociales ont exposé leurs expériences ainsi que les différentes voies et moyens de recours contre ce fléau. Un moment très enrichissant pour les participants. Je ne peux que féliciter la dynamique chat et à travers Christelle Rondanougbo Aliosa pour ce grand combat qu'elle fait. J'ai pu entendre les vaillantes dames de cette bataille-là au niveau national, l'INF, des avocates qui sont dans le domaine, qui sont passées. Je crois que la bataille n'est pas perdue. Il y a motif à espérer que hommes et femmes au Bénin, désormais, on pourra aller dans le sens des mesures qu'il faut prendre pour que nous tous nous puissions vivre en paix et qu'on augmente nos productivités respectives, qu'on soit hommes ou femmes. La dynamique chat se donne comme engagement de poursuivre la lutte pour le mieux-être des femmes au Bénin et partout ailleurs. Le marché moderne de Ganri, situé au cœur de Cotonou, a officiellement rouvert ses portes au grand bonheur des marchands et des usagers. L'inauguration s'est déroulée le samedi 7 décembre dernier et marque une étape importante dans le processus de modernisation des infrastructures marchandes du Bénin. Présidé par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouman, la cérémonie d'inauguration a connu la présence du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, du préfet du littoral, Alain Orunla, et de l'honorable Armand Gansset, ainsi que plusieurs autres personnalités politico-administratives. Suivez dans cette capsule vidéo réalisée par la présidence de la République à la cérémonie d'inauguration. 3 novembre 2020. Ayons des têtes, et puis nous y Reto Koganda Gouei, Boba Toritoni Nukon, Nissa Siam Billet, Todevoa. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, c'est jamais vu.
Je n'ai jamais vu ça là dans notre pays ici. Aujourd'hui, je sens que mon pays est devenu un beau pays très beau. Vraiment, c'est un marché qui a pas. C'est incomparable. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est accueilli à bras ouverts. Ah ouais, tu attends, il doit croire au gars, il est là, c'est l'état. Ah, vous voyez, il est à l'aise propre. Même plus, il faut dire, il est du même stimulé. Quand on peut avoir le produit, on va s'y aller, mettons, partie talon. Regardez, on a laissé deux à ta romo. Donc, vous dites, mais, et ouais, vous go, puis vous boire quoi, au cas d'un midon, et maintenant, pas hier, on boit et peut-être, bon, limon. Donc, pour tourner, il a la tête, on a dans le total à Oumo. Le mouvement pour la relève MPR s'est mué en parti politique dénommé les Patriotes, à l'issue du congrès constitutif samedi 30 novembre dernier à Porto Novo. Reçu par Carles Kitome et Nansirine Fatoumbi sur l'émission L'Invité du dimanche 8 décembre dernier, l'ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, Moïse Kérékou, président de la dite formation politique, est revenu sur les raisons qui ont poussé vers la création de ce nouveau parti politique. Suivez ici un extrait de son argumentaire. Tout a débuté le 26 octobre 2024. 26 octobre 2024. Je veux que vous l'entendiez bien haut et fort. Oui, au fait, tout a débuté le 26 octobre 2024 à Jéricho, oui, lorsque les militantes MPR du littoral, contre toute attente, ont fait une surprise lors du discours et de la prise de parole de la présidente des militantes, Madame Honorine Dokbegan. Elle a prêté sa voix à toutes les militantes pour me faire une doléance. Et cette doléance, c'était quoi? C'était en substance ceci: Président, depuis 14 ans, nous sommes un mouvement politique. Nous sommes fatigués d'être un mouvement politique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une nouvelle charte des partis politiques en 2018 et les mouvements politiques n'ont plus voix au chapitre. Nous voulons avoir maintenant nous-mêmes notre propre parti politique. C'est l'heure. Donc c'est cela qui a déclenché tout. Je leur ai répondu que j'ai reçu 5 sur 5 leurs messages et que cela n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et nous avons un adage populaire, et madame ne va pas me contredire, ni vous-même, cher ami, qui dit: ce que femme veut, Dieu veut. Et donc, ce que femme veut, si Dieu le veut, moi qui suis soumis à Dieu, qui suis sa créature, pourquoi moi, petit homme, je ne vais pas le vouloir? Donc, c'est à partir de ce moment que nous avions donc enclenché le processus donc, de transformation du mouvement pour la relève en parti politique. Et grâce de Dieu faisant, nous avons pu donc avoir notre premier congrès constitutif le 30 novembre passé à Porto Novo. Au sein de notre regroupement politique, je suis particulièrement et foncièrement contre tout ce qui est festif parce que ça coûte beaucoup et je préfère orienter ces fonds qui serviront seulement à s'amuser, excusez-moi de le dire, vers par exemple des projets concrets, notamment l'aide et l'appui que je porte aux femmes, notamment aux veuves, en finançant leur activité. Et également, nous faisons
le microcrédit Vous aux femmes. contribuez aussi à l'éducation, à la scolarisation des enfants? Oui, et surtout des orphelins. Donc, je préfère orienter ces fonds-là. Et donc, elles sont venues me voir pour me dire, Président, nous avons voulu fêter la Noël, vous avez refusé. Nous avons voulu fêter la nouvelle année, vous avez refusé. Même la fête des femmes, vous avez refusé. Maintenant, nous voulons célébrer les 9 ans de décès de votre feu père, le général Mathieu Kérékou. Et nous vous mettons en garde, si cette fois-ci vous refusez encore, nous allons quitter derrière vous. Vous n'aurez plus notre soutien. Alors j'ai paniqué. Je me suis dit, bon, c'est vrai, chaque fois qu'elles disent qu'elles veulent fêter, je refuse à cause du coût et parce que j'estime qu'il y a autre chose plus important. Et donc j'ai accédé à cette demande. Ça devait normalement se faire le 14 octobre parce que le général est parti le 14 octobre, mais cela ne coïncidait pas avec un jour de week-end. Et donc nous avions décidé ensemble avec les dames de le mettre pour le 26 octobre qui tombait sur un samedi. Donc c'est pour ça que ça a été fait le 26 octobre. Mis sous les fonds baptismaux à l'issue de la dissolution du mouvement pour la relève MPR, le parti politique Les Patriotes se repose sur une vision et des idéologies. Composé de 33 membres, le parti, selon les dits de son président Moïse Kérékou, ne sait pas pour le moment statuer sur un clan, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. La seule préoccupation du parti est l'obtention du récépissé accordé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On le suit. En fait, le parti, aujourd'hui, vous savez qu'avec la nouvelle charte des partis politiques, ce n'est plus le congrès constitutif qui fait le parti, mais c'est plutôt le récépissé. Donc, le récépissé accordé par le ministère de l'Intérieur, le fameux récépissé qui fait trembler les hommes politiques et les partis politiques. Donc le congrès constitutif n'est qu'une première étape. Il s'agira maintenant de faire parvenir au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique les dossiers des 15 membres fondateurs par commune. Donc sur tout le territoire national, ça fait 1155 membres fondateurs, ainsi que certaines pièces constitutives pour pouvoir enfin avoir le fameux sésame. À partir de ce moment, vous pouvez dire que votre parti est officiellement créé ou reconnu. Pour le moment, donc, c'est ce sur quoi nous nous attardons, mon équipe, mes compagnons de lutte et moi, et il serait prématuré aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de dire quel sera notre bord politique, quelle sera notre position, surtout que nous avons notre propre vision pour laquelle nous voulons nous battre. Nous avons une idéologie également qui constitue donc le socle du parti, et pour ma part, il serait vraiment pour nous non seulement prématuré, mais également cela irait à l'encontre de la conviction profonde des dirigeants et des militants de ce parti de choisir un bord comme si nous-mêmes nous n'avons pas une offre politique pour le peuple béninois. Notre vision, nous voulons avoir une nation soudée et un peuple uni face aux défis contemporains de l'heure. Nous rêvons d'une société de vertu qui protège les citoyens et où règne la justice sociale, la paix, la fraternité, le droit, le respect de l'autre, et ainsi qu'un certain nombre de valeurs qui sont propres au général Mathieu Kérékou et qu'il a incarné de son vivant. Nous rêvons également d'un État laïque et d'un État panafricain. Vous savez que nous avions fait du panafricanisme depuis notre jeune âge. Je n'avais que 23 ans à l'époque.
où j'avais déjà fait du panafricanisme le fer de lance de mon action publique. Et plus tard, en 2010, avec la création du MPR, du Mouvement pour la Relève, nous avions fait du panafricanisme scientifique notre idéologie. Donc, nous rêvons d'un État qui porte la doctrine panafricaine et nous rêvons donc de pouvoir enfin réaliser ce que les pères fondateurs de l'Afrique, Nkrumah, Kadhafi, Lumumba, Nyerere, tout ce monde-là ont voulu pour l'Afrique. Dans un autre registre, le Front « Je suis membre JCI, je suis la JCI Bénin » a animé une conférence de presse ce mercredi 11 décembre 2024 pour dénoncer la situation qui prévaut au sein de la jeune Chambre internationale du Bénin. Une situation de malversation financière et de plusieurs manquements vis-à-vis des tests de l'organisation. Suivez ici un extrait de cette conférence de presse au micro de Aneldo. Après les investigations, il s'est avéré qu'effectivement, la JCI Bénin n'avait pas payé sa cotisation jusqu'au mois d'octobre, alors que le président national 2024, M. Mixon, avait fait décaisser et garder en sa possession depuis avril 2024 la totalité du montant à payer, qui est en francs CFA de 11 28 119 francs. Conformément au test de la JCI Bénin, les organisations locales de la JCI doivent payer au plus tard le 28 février de chaque année leurs cotisations au fin de disposer de droits de vote aux assemblées générales. Et conformément au test de la JCI Bénin doit payer au plus tard le 15 avril sa cotisation pour disposer de droits de vote aux réunions internationales. Le montant total de la cotisation à payer par les organisations locales de la JCI Bénin, si toutes les organisations payaient effectivement le 28 février, s'élève à 25 425 000 francs, sans les frais de Sénat ni les frais de la Fondation et autres soutiens que l'on apporte à la JCI. Plus de 23 millions ont pu être mobilisés avant avril selon les rapports de la Trésorière générale nationale. Après un courrier adressé au comité exécutif par les présidents des organisations locales demandant d'explications, les présidents locaux en Assemblée générale ordinaire de Djougou ont suspendu à l'unanimité le président national 2024, Mixon Kouvegglo, pour 30 jours, avec injonction de faire payer le montant de 11 28 119 dans les comptes de la JCI Bénin afin que son intérimaire procède à la régularisation de la situation. Pendant cette période de suspension, où il n'était plus en fonction, il s'est arrangé pour ne pas verser les fonds dans les caisses de la JCI Bénin, mais avec la complicité de certains membres, envoyer les fonds à la JCI Bénin pour être payés. Un rapport provisoire produit par les auditeurs en date du 9 novembre vient remettre en cause la déclaration de la Trésorerie générale, mentionnant dans son rapport que presque toutes les organisations ont payé leurs cotisations déjà en fin février. Le but de ces manœuvres frauduleuses qui faussent les règles est d'obtenir le vote mécanique de ces organisations locales pour couvrir d'autres violations orchestrées par le comité exécutif national et le président national Mixon Kouvegglo en chef de mire. Tout porte à croire que la Trésorerie générale a préparé de fausses attestations pour permettre aux organisations locales non à jour de disposer des voix de vote par ricochet, de tromper la vigilance des membres de l'Assemblée générale. L'émission des chèques à blanc. La Trésorerie générale émet des chèques à blanc
au président national Nixon qui se sert à volonté. À l'Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de sélectionner un cabinet pour auditer notre organisation sur les années 2020 à 2024 et que les résultats soient disponibles au plus tard le 10 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2024. Le cabinet n'est même pas encore sélectionné. Par ailleurs, comme si de rien n'était, une assemblée ordinaire vient d'être convoquée pour le 13 décembre 2024. Nous pouvons dire sans nous tromper que ce qui se passe à la JCI Bénin est un projet bien préparé, bien mûri et mis en œuvre contre les intérêts de la JCI Bénin, des organisations locales et de ses membres. Au Bénin, comme en Afrique, le débat sur l'obligation ou non de soumission de la femme à son époux alimente la toile. Une question cruciale se pose donc. Que signifie la soumission de la femme au foyer? Francis Farami a rencontré quelques citoyens dans la ville de Cotonou à ce propos. Voici leurs impressions. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme et la femme et a donné le pouvoir de gestion à l'homme, parce que l'homme dans le foyer est le chef suprême. C'est pourquoi on dit Sunu Glebenu. La femme dans le foyer est en tout cas la directrice de la maison, celle qui doit contrôler les choses, surveiller les choses. C'est pourquoi on dit Nyonu Kwesi. Donc Dieu a donné un pouvoir à l'homme. C'est pas que la femme aussi n'a pas de pouvoir, mais l'homme a un pouvoir où c'est lui qui est, en tout cas il est au-dessus de tout dans le foyer. Vous savez, moi je suis un musulman. Et la femme doit se soumettre à son mari. Un foyer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne les ordres. Voilà comment on va faire. La femme va apporter son point de vue, mais c'est à lui de convaincre madame, ou de madame, vous savez, c'est ça là qui est bon. Donc, et dernier ressort, c'est l'homme qui décide. Et c'est ce que l'homme dit, c'est ça qu'on va travailler. Quand on me parle de soumission de la femme au foyer, moi je suis gêné. Je suis gêné. Nous voulons faire des femmes complexées pour que les femmes complexées donnent des enfants à éduquer complexés. La vie conjugale, c'est une addition. Je parle plutôt d'entente et non de soumission. Parce que là où il y a l'amour, il y a qu'on respecte la liberté de l'autre, il y a qu'on fasse ce qu'il faut pour que l'amour perdure. Dieu a créé ça comme ça, où la femme doit rester sous les ordres de l'homme. Mais ce n'est pas que la femme sera chosifiée ou non, c'est pas ça. Et puis on parle sport à présent. La Fédération béninoise de Wushu a bouclé l'année sportive 2024 avec l'organisation de la Coupe de l'Excellence le dimanche 8 décembre 2024. La compétition a regroupé les meilleurs athlètes de la saison. Grand maître Patrick Komenan Dosuyovo, président de la Fédération béninoise de Wushu, et quelques autres acteurs nous livrent ici leurs impressions. Suivons-les au micro de Seton Delarios Adjabweno. Bon, déjà, c'est une première édition que la fédération a organisée pour cette Coupe d'Excellence. Et je pense que c'est une très belle initiative puisque ça a permis de rassembler tous les champions lors du dernier championnat. Et ça a permis de voir vraiment le niveau national du Bénin dans le domaine du Wushu. J'ai une joie pour avoir constaté que c'est avec succès. C'est une grande joie pour moi.
et que nous allons accompagner le président, le ministre des Sports, ce ministre avec les décisions gouvernementales, nous sommes convaincus à renforcer nos connaissances dans la discipline, le wushu, pour que le Bénin soit plus reconnu sur le plan international. Ça a été un honneur pour moi de participer à cette belle compétition, la Coupe de l'Excellence. J'ai été invité par le président de la fédération. Je crois que nous avons eu droit à de très belles démonstrations ici ce soir de la part de nos athlètes. Je tiens à les féliciter. Tout s'est bien passé. Et je leur ai dit que ceux qui n'ont pas gagné cette année, ils pourront revenir très très fort la saison prochaine. Et puis, hors de nos frontières en Guinée, 10 jours après la bousculade meurtrière lors d'un match de foot organisé en hommage au président Mamadou Doumbouya, le gouvernement maintient son bilan provisoire de 56 victimes, un nombre qui n'a pas bougé depuis plus d'une semaine, alors que de leur côté, les ONG de défense des droits humains basées dans la région ont alourdi leur propre bilan, qui dépasse désormais plus de 150 morts. Le collectif des ONG de défense des droits humains de Nzérékoré est en train d'identifier les victimes famille par famille et ajoute 15 morts à son décompte, surtout des élèves et des apprentis âgés de moins de 18 ans. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête, en plus de la commission d'enquête annoncée par la présidence. Des auditions judiciaires sont en cours, défend le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, qui juge prématuré d'indexer qui que ce soit. Malgré l'assurance de transparence du ministre de la Justice, il n'y a eu aucune communication sur l'enquête et les reportages sur la tragédie de Nzérékoré ont totalement disparu du journal télévisé depuis le 5 décembre 2024. Selon une source, ni le ministre de la Justice, ni celui des Sports qui était présent lors du tournoi n'ont pu être joints. De la Guinée, rendons-nous en République démocratique du Congo où on fait un retour sur le massacre perpétré par l'armée à Goma. Le 30 août 2023, les forces de sécurité congolaises ont ouvert le feu sur des manifestants appartenant à un groupe mystico-religieux qui demandait le départ de la MONUSCO, la mission des Nations Unies, dans le pays. Officiellement, le bilan s'élève à au moins 56 morts et plus de 80 blessés. À l'époque, l'armée avait expliqué être intervenue pour déjouer un complot visant à attaquer la ville de Goma et avait parlé de bévues de la part de quelques soldats. Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG conclut qu'il ne s'agissait pas d'une bévue et appelle la justice à ouvrir une enquête sur la responsabilité des hauts responsables de l'armée. Jusqu'ici, seuls 6 officiers ont été jugés dans cette affaire. L'Amnesty dit avoir identifié 3 officiers de l'armée devant faire l'objet d'enquêtes individuelles et, si des éléments de preuve suffisants sont trouvés, être poursuivis pour de possibles crimes contre l'humanité. Et voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Belle suite de programmes en compagnie de ESAE TV.